Et si la personne qui a toujours tout sacrifié pour sa famille se voyait soudain exclue du plus grand jour de sa sœur? Cette histoire révèle les secrets d'une trahison silencieuse, d'une générosité exploitée et d'une revanche froide et calculée. Restez jusqu'à la fin, car vous ne devinerez jamais jusqu'où va mener ce choix irréversible. Je m'appelle Élise Laurent, j'ai 29 ans et je viens d'apprendre que je suis la seule personne de ma famille proche non invitée au mariage de ma jeune sœur. J'étais assise dans mon bureau quand le message est arrivé de Valérie, un texto froid et calculé, indiquant que la liste des invités était finalisée et qu'ils avaient dû faire des coupes difficiles pour des raisons d'esthétique et de budget. Des coupes difficiles, c'est moi qui avais co-signé le bail de son appartement de luxe et qui avait remboursé 30 000 $ de ses dettes d'études pour qu'elle puisse paraître sans dette aux yeux de la famille fortunée de son fiancé. Quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas eu la décence de me regarder dans les yeux. Au lieu de cela, elle m'a dit que mon style pratique, qui ne correspondait pas à l'image de haute société qu'elle construisait avec Tristan. Ma mère se tenait simplement en arrière-plan, lissant la robe de soie de Valérie et me demandant de ne pas être difficile ni de gâcher son grand jour avec mes drames. Il s'attendait à ce que je m'efface simplement pendant qu'ils utilisaient mon argent pour financer un rêve dont je n'avais pas le droit d'être témoin. Mais ils avaient oublié une chose très importante. C'est moi qui détiens les clés du royaume, qu'ils ont construit sur des mensonges. Au lieu de supplier pour une place à une table, payée avec ma sueur, j'ai réservé un billet en première classe pour Jackson Hole, dans le Wyoming, afin d'observer de loin leur monde parfait s'effondrer. Le ressentiment ne s'est pas construit du jour au lendemain. Il a grandi comme un virus lent, à travers des années où j'étais le filet de sécurité, désigné pour le style de vie imprudent de ma sœur. Il y a 10 à 8 mois, Valérie faisait presque face à une expulsion de son petit studio, après avoir dépensé tout son salaire en sacs de designer qu'elle ne pouvait pas se permettre. Alors j'ai intervenu comme la grande sœur généreuse que je pensais devoir être. J'ai signé les papiers pour son nouvel appartement dans un code postal prestigieux et j'ai donné 5 000 $ juste pour remettre les services en marche, croyant ses promesses qu'elle changerait une fois qu'elle rencontrerait quelqu'un de stable. Cette stabilité est arrivée sous la forme de Tristan Moreau, un avocat d'entreprise haut placé, issu d'une famille qui mesurait son histoire en générations d'éducation dans des universités privées de l'Ivy League et de résidences d'été à Martha's Vineyard. Valérie n'est pas simplement tombée amoureuse de l'homme, elle est tombée amoureuse de l'image de la femme qu'elle pourrait devenir dans son monde. Un monde où une grande sœur travaillant de longues heures dans une entreprise de logistique était soudain considérée comme un embarras. Je me souviens d'un dîner spécifique dans un bistrot français en centre-ville, où l'atmosphère est devenue glaciale au moment où j'ai mentionné notre enfance dans une banlieue de classe moyenne. Le visage de Valérie s'est tordu en un masque de pure horreur, avant qu'elle n'intervienne rapidement, disant aux parents de Tristan que j'étais simplement nostalgique et que nous venions en réalité d'une vieille fortune gérée discrètement depuis des décennies. Je suis restée assise là dans un silence stupéfait, réalisant que ma sœur tissait une tapisserie de mensonges où j'étais le seul fil qui ne correspondait pas au motif. L'audace a atteint son sommet quand la planification du mariage s'est intensifiée et que les factures ont commencé à s'empiler sur mon comptoir de cuisine. Valérie est venue un soir de mardi, sentant le parfum coûteux et serrant un magazine de mariée comme un texte sacré pour me dire qu'elle avait besoin de 10 000 $ supplémentaires pour le dépôt du lieu. Quand j'ai hésité, elle a jeté un verre d'eau à travers la pièce et a crié que j'essayais de saboter sa seule chance d'une vraie vie. Ma mère est entrée au milieu de la crise et a immédiatement pris le parti de Valérie, lui caressant les cheveux et me regardant avec une déception sincère, comme si j'étais celle qui était égoïste pour vouloir garder mes propres économies. Tu en as plus qu'assez, Élise.
a dit ma mère avec une froideur qui résonne encore dans mes oreilles. Valérie est celle qui a besoin de cela. Elle a un avenir à sécuriser, pendant que toi, tu es simplement à l'aise. Ce mot a résonné comme une gifle au visage, parce que mon confort était construit sur des semaines de 60 heures de travail, tandis que Valérie passait ses journées au spa à mes frais. J'ai fini par céder, et j'ai rédigé le chèque, espérant follement que ma générosité m'achèterait une place d'honneur à l'hôtel, seulement pour recevoir ce message dévastateur des mois plus tard. Il ne voulait pas seulement mon argent, il voulait mon silence et mon absence pour que l'identité fabriquée de Valérie ne soit pas menacée par la vérité sur qui nous étions vraiment. Je me tenais dans mon appartement silencieux, regardant la photo encadrée de nos enfants, et j'ai senti le dernier lambeau de ma loyauté se briser comme une brindille sèche dans le vent. Les coupes difficiles dont elle parlait n'étaient pas une question de budget. Elles consistaient à exclure la seule personne qui savait exactement où tous les secrets de son passé étaient enterrés. Le silence dans mon appartement a été brisé 2 jours plus tard par la sonnerie frénétique de ma porte d'entrée, comme si la vie de quelqu'un dépendait de mon attention immédiate. J'ai ouvert la porte pour trouver Valérie debout là, avec notre mère et ma tante, qui tournait déjà avec un sac à vêtements sur le bras, comme si mon salon était une cabine d'essayage. Elle n'était pas venue s'excuser pour le message d'exclusion ou les coupes difficiles mentionnées plus tôt dans la semaine. Au lieu de cela, Valérie s'est dirigée directement vers mon îlot de cuisine et a étalé un planin pour le week-end du mariage. Elle a eu l'audace de me dire que, puisque je n'assistais pas à la cérémonie, je n'utiliserais pas mon SUV de luxe ni mon appartement du centre-ville. Elle les avait donc promis au garçon d'honneur de Tristan pour la durée des festivités. Ma mâchoire a failli toucher le sol pendant que je l'écoutais expliquer comment ma contribution à son bonheur consisterait à rester hors de vue pendant que sa nouvelle famille profiterait des fruits de mon travail. Ma tante est intervenue avec un sourire mielleux, me tapotant la main et me disant que c'était une bénédiction déguisée parce que je ne me serais probablement pas sentie à l'aise parmi tous ces sénateurs et magnats d'entreprise de toute façon. J'ai regardé ma mère, espérant qu'elle voie la folie de cette demande, mais elle a simplement hoché la tête en signe. D'accord, et a dit que la famille, c'était le sacrifice. Elle a même eu le culot de demander les clés de rechange de mon véhicule sur le champ, prétendant que les sociétés de location étaient toutes réservées et qu'il ne pouvait pas risquer un cauchemar logistique le grand jour. Quelque chose en moi a basculé, d'un ressentiment bouillonnant à une clarté froide et cristalline que je n'avais jamais connue auparavant dans toute ma vie. Je n'ai pas crié ni les ai mises dehors. Au lieu de cela, je me suis appuyée contre le comptoir et j'ai demandé à Valérie si elle croyait vraiment que j'étais juste un compte en banque avec un pool. Elle a levé les yeux au ciel et a soupiré avec une impatience qui a glacé mon sang, me disant que j'étais dramatique et que je devrais être heureuse de son succès. C'est à ce moment que j'ai réalisé que ma sœur ne manquait pas seulement de gratitude, elle manquait d'une âme élémentaire, voyant tout le monde autour d'elle comme des accessoires dans le grand théâtre de son ascension sociale. Je leur ai dit que j'avais besoin de quelques heures pour y réfléchir, et je les ai escortés vers la porte, regardant leurs talons coûteux claquer dans le couloir, avec un sentiment de finalité qui ressemblait à un deuil familial. Dès que les portes de l'ascenseur se sont refermées, je me suis assise à mon ordinateur portable avec des doigts tremblants et j'ai commencé à chercher la retraite de luxe la plus éloignée et isolée que je pouvais trouver aux États-Unis. Jackson Hole est apparu sur mon écran avec ses pics déchiquetés couverts de neige et la promesse d'un silence que personne dans ma famille ne pouvait pénétrer. J'ai réservé un billet en première classe pour $4 000 et réservé un chalet privé dans un resort qui coûtait $15 000 supplémentaires pour la semaine, ne me souciant pas du prix pour la première fois de ma carrière. J'ai ressenti une vague d'adrénaline en cliquant sur le bouton de confirmation, sachant que pendant qu'il planifiait comment utiliser ma voiture et mon appartement,
Je serais à mi-chemin à travers le pays avec les clés en poche. J'ai passé le reste de la soirée à faire une seule valise avec mes équipements d'hiver les plus chers, ressentant une étrange paix en regardant les espaces vides sur mes étagères. Il voulait que je sois invisible, alors j'ai décidé de devenir un fantôme, mais un fantôme qui entrait chaque facture impayée. Au moment où je monterais dans cet avion, le soleil n'avait même pas franchi l'horizon le jeudi matin quand je me suis assise à mon bureau avec une tasse de café noir et une liste de tous les paiements récurrents que j'avais jamais autorisés pour ma sœur. Valérie avait toujours supposé que ma générosité était comme une ressource naturelle qui ne s'épuiserait jamais, mais elle n'avait pas réalisé que chaque luxe dont elle profitait était ancré à mon score de crédit personnel. J'ai commencé par le plus important, la carte de crédit secondaire que je lui avais donnée pour les urgences il y a 3 ans, qu'elle utilisait pour payer ses traitements spa de mariée hebdomadaires et les cadeaux des demoiselles d'honneur. Avec quelques clics sur mon application bancaire, j'ai signalé la carte comme perdue et désactivé toute la ligne de crédit, sachant que la prochaine fois qu'elle essaierait de l'utiliser pour un soin facial de 500 $, la machine afficherait simplement un froid refus rouge. Le vrai dommage, cependant, se trouvait dans les petits caractères du contrat du lieu de mariage à la salle de bal historique du centre-ville. C'était moi qui avais signé la garantie financière pour le dépôt de 25 000 $ du traiteur, parce que le compte bancaire de Valérie était un désert de frais, de découverts et d'achats impulsifs. J'ai appelé le responsable du lieu et j'ai calmement expliqué que je retirais ma garantie personnelle avec effet immédiat, en raison d'un changement de circonstances familiales. Il a semblé surpris, mentionnant que sans ma signature, le solde restant pour le bar ouvert et le dîner de steak premium devrait être payé intégralement par la mariée avant l'arrivée du premier invité samedi. Je lui ai simplement dit que cela n'était plus mon problème et qu'il devrait contacter directement la mariée pour les 30 000 $ encore dus sur la facture. J'ai ressenti une étrange libération en descendant la liste, annulant la location de voitures de luxe que j'avais réservée pour le cortège et avertissant le fleuriste que l'arche florale de 5 000 $ n'était plus financée par mon compte. Au moment où j'ai terminé, j'avais effectivement démantelé l'échafaudage financier qui soutenait toute la fantaisie sociale de Valérie, la laissant avec rien d'autre qu'une montagne de dettes et un groupe de fournisseurs qui exigeraient un paiement en espèces. Je n'ai envoyé aucun texto pour l'avertir. Au lieu de cela, j'ai passé l'heure suivante à nettoyer mon appartement et à m'assurer que le verrou était sécurisé. Ma mère a envoyé un message frénétique demandant si j'avais vu son châle de soie, mais je l'ai simplement supprimé, sans y penser une seconde, parce que je n'étais plus le service des objets trouvés de la famille. Quand l'Uber est arrivé pour m'emmener à l'aéroport, j'ai descendu ma seule valise dans les escaliers avec une légèreté dans la démarche que je n'avais pas ressentie depuis des années. La ville semblait petite et étouffante dans mon rétroviseur alors que nous nous dirigions vers le terminal et j'ai regardé les gratte-ciel disparaître avec un sentiment de soulagement profond. J'ai traversé l'aéroport la tête haute, ignorant les dizaines de notifications qui commençaient déjà à apparaître sur mon écran de téléphone, alors que Valérie réalisait probablement que sa carte d'urgence était hors service. J'ai embarqué dans l'avion et pris ma place en première classe, sirotant un verre de champagne coûteux pendant que les moteurs rugissaient. Au moment où les roues ont quitté la piste et que le sol s'est éloigné sous nous, j'ai senti les derniers fils de culpabilité se rompre enfin. Ils voulaient un mariage sans moi, et c'est exactement ce qu'ils allaient avoir. Un mariage sans ma présence, sans ma voiture, et surtout sans la moindre trace de mon argent pour garder les lumières allumées. Au moment où j'ai atterri dans l'air vif et montagneux de Jackson Hole, la tempête à la maison ne faisait que commencer, et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas être celle qui tenait le parapluie. L'air à Jackson Hole était si pur